Coucou tout le monde, c'est Capet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Masterclass. Je suis encore une fois tout seul. Picsou prend l'avion, donc si ça dump, c'est de sa faute. Vous pourrez lui dire en commentaire, Picsou, t'es encore merdé. Voilà, il revient de petites vacances. De toute façon, le marché est un petit peu plus calme. Et l'idée, c'est de penser à soi quand le marché est plus calme et être là quand il y a vraiment plein de belles choses à raconter. Sur la partie actualité, Fonda, de toute façon, je reste avec vous. Et on va pouvoir attaquer. Donc déjà, pour parler rapidement des prix, c'est stagnant, voire ça baisse, que ce soit sur Bitcoin et Ethereum, malgré les actualités récentes, que ce soit l'approche d'un ETF Ethereum, Donald Trump qui continue de faire des crypto-monnaies son affaire personnelle. Le seul survivant, c'est Toncoin. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pas vu de projets qui ont buzzé de fou, mais le côté un petit peu nouveau plaît par rapport à Toncoin, voilà, c'est un peu le seul. On a également Uniswap et Lido. Alors Uniswap qui va probablement intégrer du Paymaster tôt ou tard, c'est-à-dire la possibilité, merci beaucoup pour le sub Raven, la possibilité en fait de pouvoir payer les frais de gaz pour un swap avec n'importe quel jeton sur le wallet et pas seulement de l'Ether. Ça, ce serait vraiment génial. Donc c'est pas pour tout de suite, mais je pense que ça va arriver assez rapidement. On a également Lido qui a annoncé la Lido Alliance avec le produit symbiotique qui va être un concurrent de Eigenlayer. Attendez, je baisse le son dans mon casque parce que ça me casse les oreilles. J'arrive pas à me concentrer quand je vous parle. Ok, après, on a du Monero, du Notcoin, mais honnêtement, sur les alts, ça sent vraiment pas bon. Avec certaines alts qui se font déchirer, je pense à Starknet, où je suis toujours positionné, donc je peux vous dire que je prends très très cher. J'ai également vu que sur les autres Layer 2, ça baissait un petit peu. Voilà, on a du Hardwave sur la narrative stockage IA qui baisse. Fetch, c'est pareil, donc... Vous saviez, dans les émissions précédentes, je vous disais que Fetch, Océan et Singularity devaient fusionner pour proposer un jeton ASI. Tout ça a été retardé. Donc voilà, c'est pas la peine de s'énerver. Toutes les alts prennent pleine poire. Et c'est aussi lié au fait que, voilà, d'un point de vue macro, l'inflation ne baisse pas autant que prévu, même si ça baisse un petit peu. Ça baisse pas autant que prévu. La réduction des taux directeurs aussi, elle ne se fait pas sentir, donc en fait l'économie ne se restabilise pas aussi vite que prévu, et donc les gens n'ont pas forcément envie de prendre des risques. Voilà. S'ajoute à ça l'été sans momentum particulier, il n'y a pas vraiment de nouveaux projets qui nous ont marqué de fou. Voilà, le marché est calme. Pour combien de temps, je ne sais pas. Alors toujours pour parler des prix, moi je vous ferai pas d'analyse technique, c'est pas mon boulot, j'y connais rien, mais bon, ça peut stagner pendant longtemps, ça on le sait. Par contre, j'entends un petit peu tous les sons de cloche et je me permets de vous le partager. D'un côté, il y a ce côté, on flirte avec l'ATH sur Bitcoin et Ethereum. Alors, est-ce que c'est pas justement la pluie avant le beau temps ? Ça s'entend, en tout cas pour Bitcoin et Ethereum. Mais d'un autre côté aussi, d'un point de vue macro, vous savez, on a beaucoup spéculé sur ces narratives IA, d'épines, etc. Et il y a énormément de gens qui disent que c'est peut-être bientôt la fin de la bulle Nvidia. Alors je vais mettre quelques réserves par rapport à ça. Donc ce qui se dit, c'est que sur le marché des constructeurs de GPU, en fait, il y a de plus en plus de gens qui essaient de vous refourguer de la location de GPU. Voilà, donc on n'est pas vraiment dans une tendance à l'achat, on est justement dans une tendance à la relocation. Voilà. Après, moi personnellement, j'ai un biais un petit peu particulier parce que je suis un gamer et en fait, pour moi, Nvidia, c'est permaboule, quoi. C'est un petit peu comme Apple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qu'on a eu comme bulle ces dernières années? On avait Tesla où tout le monde nous disait c'est pas normal, Tesla ils arrivent, leur action elle explose plein de constructeurs automobiles, alors que oui c'est électrique, etc. Mais c'est un petit peu abusé. Alors que Nvidia, niveau gaming, ils défoncent tout le monde, niveau encodeur, décodeur vidéo, ils défoncent tout le monde, même si il y a du rattrapage du côté d'Intel et AMD, mais voilà. Pour les calculs liés à l'IA, ils sont trop forts. À chaque fois qu'ils annoncent des résultats, ils marchent comme des cochons. C'est permaboule. Ils ont une belle story et en fait personne n'arrive à les rattraper, quoi. C'est-à-dire qu'AMD et Intel, ils essaient de faire des efforts sur la partie IA, etc. Mais ils n'arrivent pas à la cheville de Nvidia. Donc pour moi, en fait, je comprends le côté ok, c'est ultra giga vertical, ça fait peur. Ça, je comprends. Parce que quand il y aura une chute, la chute, elle va être violente. Mais d'un autre côté, qui leur arrive à la cheville aujourd'hui, tu vois ?
Moi, ça fait des années que j'entends Apple... ouais, Apple, c'est surcapitalisé, ça va s'écraser. Apple, ça tient. Hein. Apple, ça tient, parce qu'en fait, tu peux sortir 15 000 téléphones Android, ça vaut pas un iPhone dans la tête de beaucoup de monde. Moi, actuellement, vous voyez mon visage, c'est mon iPhone qui me sert de webcam. Ça fait 3 ans que mon iPhone me sert de webcam. Donc c'est mon téléphone, c'est ma webcam. Ça me sert aussi, du coup, à filmer des vidéos quand j'ai de le faire. C'est un appareil à tout faire. Et c'est la même chose pour les MacBooks, tu vois. Aujourd'hui, il y a un public pour les MacBooks. Personne arrive à la cheville des Mac. Même si, je me permets de vous faire cette petite parenthèse hardware, après on reviendra sur la crypto, mais c'est parce que, en fait, si ça se comporte bien sur le marché boursier traditionnel, on peut avoir justement une spéculation qui se fait sur le marché crypto. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. On a effectivement Qualcomm qui ont annoncé en fait des nouveaux types de processeurs. Alors je sais pas si vous avez vu cette vidéo que j'avais partagée sur Twitter de Linus Tech Tips, qui est un de mes youtubeurs préférés. En fait, il nous présente les nouveaux processeurs ARM de Qualcomm. Donc, qu'est-ce que c'est un processeur ARM? C'est une architecture de processeur que vous avez dans vos téléphones et dans les nouveaux Mac, qui est une architecture de processeur qui consomme beaucoup moins d'énergie tout en maintenant des performances. Ce qui fait que tu n'as pas besoin d'avoir un système de refroidissement géant, genre ventilateur, water cooling, etc. C'est pour ça que ton téléphone, tu n'as pas de ventilateur, tu vois. Il chauffe, mais il chauffe pas trop. Les nouveaux Mac, c'est pareil. Et là, ils veulent faire la même chose, mais pour des PC qui seraient compatibles Linux et Windows, bien entendu. Donc, on aurait un concurrent des processeurs ARM de chez Apple, mais pour du Windows. Alors, je pense que ce sera un petit peu en dessous de Apple. Mais voilà, il y a des gens qui veulent rester sur Windows aujourd'hui. Donc, c'était la petite parenthèse hardware. Revenons-en à notre histoire de Nvidia. Voilà, j'entends plusieurs sons de cloche. On va rester attentif. Apparemment, les prochains résultats de Nvidia, ce sera en août. De ce qu'il nous expliquait. Voilà, prochain earning en août. Le vrai choc sera peut-être en novembre. La bulle va-t-elle éclater en 2024? Je trouvais le stock trop cher à 40 $, maintenant il est à 130. Oui, parce qu'il faut savoir qu'ils ont divisé par 10 le prix en augmentant par 10 le nombre d'actions sur Nvidia. C'est pour ça que vous voyez à un moment donné des actions Nvidia à plus de 1000 $ et que maintenant on est retombé bien en dessous et qu'on est aux alentours des 130 $. Voilà. Donc pour le moment, ça se passe pour Nvidia, mais c'est vrai que du côté crypto, on a eu un gros bull run IA, et là aujourd'hui toutes les alts elles se pètent la figure, et l'IA n'en fait pas exception, hein, honnêtement. Regardez ça. En 30 jours, on est sur du moins 30%, moins 37%, moins 25%, moins 40%, c'est violent, hein. Moins 40% pour Akash, depuis le top, ça tape, quoi. Donc, voilà. En fait, je peux pas vous apporter une analyse technique comme Picsou sera en capacité de le faire. Donc je peux pas vous dire ouais c'est bullish ou ouais c'est bearish. Moi ce que je ferais si j'avais des liquidités, c'est que je me positionnerais un petit peu plus, parce que justement quand il y a beaucoup de rouge comme ça, il y a peut-être des positions à prendre. Mais comme je suis un idiot, moi je suis toujours complètement investi dans ce marché des crypto-monnaies. Je ne cherche pas à trader. Précision cependant, moi aujourd'hui fiscalement je suis au Luxembourg. Donc il y a des impôts de crypto à crypto. Et en revanche, il y a de l'exonération d'impôts si vous holdez plus de 6 mois une crypto-monnaie avant de la revendre, aux dernières nouvelles. Donc moi, je joue cette stratégie-là. C'est pour ça que vous m'aviez connu au début du MediaCoin Academy, où j'avais tendance à vouloir jouer le trader. Aujourd'hui, plus du tout, en fait. Moins j'achète ou je vends, et mieux je me porte. Mais il faut savoir aussi qu'on n'a jamais revu une alt season aussi puissante que ce qu'on avait vu en 2021. Yo Psycho. Voilà pour la petite parenthèse, mais cependant, voilà, faut dire aussi les termes, hein. Pour le moment, toutes les actions liées de près ou de loin à de la tech ou à de l'IA, donc du Microsoft, du Nvidia, du Google, du Amazon ou du Meta, anciennement Facebook, comment qu'appelle Velabot, j'ai pas compris. Voilà, on a ces actions-là qui surperforment à mort le S&P 500. Donc pour le moment, le fric qui continue de rentrer dans cette narrative tech et IA, quoi qu'on en dise, hein. J'espère que je connaîtrai une alt season. Je suis rentré en mars 2021, c'est déjà fini. Alors de mars 2021 à mai 2021, les alts elles ont bien prises. Et après la correction, il y a quand même pas mal d'alts qui ont pris, surtout Solana, hein. Donc après, si tu étais positionné sur des crypto-monnaies liées aux IA, la alt season tu l'as vu. Mais de manière générale, oui, ça fait un moment qu'on s'est pas fait plaisir. On peut surtout voir ça avec la dominance Bitcoin. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis très longtemps, la capitalisation vient se recentrer dans Bitcoin.
Donc tu vois ce que je te disais, jusqu'en mai, la capitalisation des altcoins a augmenté, donc on va dire le monopole de Bitcoin a baissé, après ça s'est tassé jusqu'en 2023 et aujourd'hui le monopole de Bitcoin est en train de remonter. Donc combien de temps ça va durer, je sais pas. Est-ce qu'on va avoir un top de la capitalisation de Bitcoin? Je ne sais pas. Peut-être que l'altcoin season nous attend, hein. Peut-être. Voilà. Après, si vous voulez, si vous avez, comme moi, cette maladie de vouloir toujours être placé sur les altcoins, ce que vous pouvez faire, c'est toujours en garder, mais toujours être positionné un petit peu sur Bitcoin et Ethereum aussi pour pas rater les performances du Bitcoin et de l'Ether, parce que je sais qu'on se dit toujours, voilà, Bitcoin, il est bientôt à 100 000, jamais Bitcoin fera fois je ne sais combien. Pas sûr, hein. Je pense que Bitcoin peut atteindre des centaines de milliers de dollars à horizon quelques années. Pareil pour Ether, je pense qu'un Ether peut valoir plus de 10 000 dollars à un moment donné. Donc tu vois, tu peux jouer sur les deux tableaux aussi. Moi personnellement, je suis bien positionné sur Ether, très peu sur Bitcoin. Au final, au niveau des valeurs, ça se voit un petit peu. Moi, j'avais parié sur le fait que Ether allait surperformer Bitcoin de par tout cet écosystème DeFi, etc. En réalité, c'est pas vrai, tu vois. Bitcoin s'en est bien sorti, boosté aussi par les ETF. Voilà. Donc le fameux wallet de père de famille Bitcoin, Ethereum, altcoin, il fait toujours sens. Hein. Parce que pour le moment, la valeur, elle réussit surtout sur ces actifs-là, finalement. On va passer maintenant à l'actualité. Si vous avez des questions dans le chat, vous n'hésitez pas. Hein. On en profite en plus, on est en petit comité, je peux vous répondre individuellement. Alors on m'a demandé si je suis beaucoup en stable. Quasiment pas. Je suis quasiment plus de stable, parce que j'ai mis beaucoup de billes dans des presales. Et d'ailleurs, sur les presales, aujourd'hui, on a des bons trucs, mais on a aussi des trucs absolument catastrophiques. Hein. Sans rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie de me faire tirer les oreilles par mes associés en parlant trop, mais je vais prendre un exemple, un seul, c'est Ember Sword. Ember Sword, c'est un jeu Web3 que j'ai vu passer dans ma TL dès l'année 2021, donc c'était un jeu Web3 assez attendu, avec des gros backers, dont Delphi Digital, etc. Et puis, tu vois, ils se sont vendus comme un projet extrêmement backé. Quand tu vas sur CryptoRank, par exemple, CryptoRank Ember Sword, tu peux voir normalement, sauf si ça a été enlevé. J'ai l'impression que ça a été enlevé, d'ailleurs. Il y avait une slide avec les backers. J'ai l'impression qu'elle y est plus. Tiens. Justement, tu avais une slide avec plein de gros backers. Je suis quasi sûr qu'elle y était et ça a été enlevé. Bref, et tu t'attends du coup avec un projet aussi attendu à ce que ce soit listé à pas mal d'endroits, tu vois. Et pour le moment, au TGE, tu as du Uniswap et du Gate, avec pas énormément de liquidité. Donc c'est assez particulier le cas Ember. Et donc ce qu'on entend en bruit de couloir, tout projet confondu, c'est que justement les listings de tokens sont extrêmement saturés sur les grosses plateformes. Ça devient donc très compliqué de lister, sauf si tu payes un cachet absolument mirobolant aux exchanges. Donc du coup, voilà. Alors on me dit, ouais, la chart dans le chat, c'est à peu près ce qui se passe sur tous les projets qui sortent, à des exceptions près, tu vois. Ils essaient de l'emmener à une valorisation hyper haute. Comme ça, ceux qui ont du jeton dès le TGE, ils peuvent revendre quand même à une grosse valorisation et se rembourser ou se rembourser partiellement. Et après, ça fond jusqu'à qu'on a un prix qui stagne. Et après, une fois que le prix stagne un petit peu, il y a des gens qui reprennent position, tu vois. Le gaming Web3 a pris extrêmement cher de manière globale, absolument. Ouais, c'est assez violent ce qui se passe sur le marché de la GameFi. Donc voilà, pour le moment, c'est vrai que les alts, c'est particulier. On parlera tout à l'heure aussi dans cette émission de Ionet et Aethir, qui sont des gros projets d'épines, qui ont sorti leurs jetons récemment. Bref, passons à l'actualité. Alors, pas mal de petites actus. Déjà, on nous dit que l'ETF Ethereum Spot devrait pouvoir sortir d'ici la fin de l'été, selon Gary Gensler. Alors, on n'a pas de date exacte. C'est juste que, voilà. On continue de nous confirmer que ça devrait bien se passer, mais que ce serait plutôt pour août, voire septembre peut-être. Donc on va suivre ça avec attention. Et ce doute qui plane aussi fait que le marché peut-être n'a pas encore ultra pricé l'information pour faire pumper l'Ether. À voir. Ensuite, on a l'airdrop de ZK Sync demain. Donc si vous écoutez cette émission sur YouTube, ce sera déjà sorti. Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible. Alors ZK Sync, c'est quoi? C'est un des principaux layers de Ethereum attendus, basé sur la technologie ZK. Donc eux, ils proposent une ZK EVM, ils proposent aussi une interopérabilité entre les différents rollups qui seront émises sur ZK Sync, comme le propose
du coup Optimism, Arbitrum, etc. Donc eux ils appellent ça une hyperchain je crois, sur Optimism ils appellent ça une superchain, donc ils ont quand même un écosystème grandissant, et sur 21 milliards de jetons, il y a 17,5% de tous ces tokens qui seront réservés à l'airdrop, voilà. Donc au niveau des conditions d'airdrop, il fallait interagir pendant un bon petit moment avec l'écosystème. Je vous laisse le lien dans la description YouTube pour ceux qui l'écouteront sur YouTube et dans le chat pour vérifier votre éligibilité. Vous pouvez donc cliquer ici. Vous pouvez déposer votre adresse et check sans avoir à connecter votre wallet si vous ne souhaitez pas vous connecter. Moi, j'ai pas farmé l'airdrop zkSync. Je l'ai pas fait. En fait, j'ai quasiment pas farmé l'airdrop parce que en fait, c'est soit j'allais encore passer plein de temps à faire plein de wallets, à essayer de paler Sibyl, à farmer, etc. J'en ai pas eu le courage, en fait. J'en ai pas eu le courage de le faire. Peut-être que je regretterais, tu vois, mais je voulais préférer, en fait, me concentrer sur des bets en spot. Tu vois, j'ai quasiment pas pris de bets en spot. Et le peu de bets que j'ai pris, ça a pas payé. Si vous avez bien farmé et que ça a payé pour vous, bah GG à vous. J'ai burn 5 Ethereum de gaz pour 100 adresses et pas éligible, pète ton crâne. Voilà, c'était un petit peu ça qui me faisait peur, tu vois, dans le chat. Honnêtement, une chat, j'ai fait ça 4 mois, pas beaucoup de temps. 26 500 ZK. Ah ouais, toi, tu manges. Voilà, bien joué à ceux qui ont pris 10 tokens, 86 000 tokens. À savoir que vous pouvez aller sur la plateforme Aevo. Sur Aevo, vous avez un prix pré-market, donc un prix non officiel qui peut être un prix un petit peu gonflé d'ailleurs. Qui vous permet de savoir combien vont valoir vos tokens. Et je pense que pour 3 tokens, vous avez $1 à peu près, quoi. On est à 0,37 centimes de dollars l'unité. Donc ceux qui ont ramassé des 10 000 tokens, vous avez bien mangé. Le farming a valu le coup. J'ai eu 50K sans comprendre et vérifier votre portefeuille AllStation. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont pris des milliers, voire dizaines de milliers de tokens dans le chat. Hein. Alors je me rends pas compte à quel point vous avez farmé, les gars. En tout cas, bien joué. J'ai eu 100K, let's fucking go. Mais c'est là où ça va être intéressant. J'y viens justement, j'ai fait un tweet à ce sujet tout à l'heure. Retour sur la tokenomics. Donc pour le moment, des informations qu'on a, il y aura 21 milliards de tokens. Ok ? Avec un prix avoisinant les 0,36 $ l'unité. Ça nous fait une fully diluted value de l'ordre de 7,5 milliards de dollars. Donc c'est quoi la fully diluted value? Vous savez, c'est la valorisation si tous les tokens étaient émis. Ça nous fait que ce projet zkSync viendrait se positionner juste derrière Optimism. Optimism qui a une FDV de l'ordre de 8,8 milliards. Voilà. Donc peut-être qu'il y a de l'upside potentiel, peut-être que justement à l'inverse c'est les autres layers 2 qui vont baisser, ça va être intéressant. Pour ce qui est de la sortie du jeton, j'ai pas réussi à avoir l'information exacte, mais je pars du principe que si on peut les claim dès demain, j'imagine que le jeton va sortir demain. Si je me trompe, je m'en excuse. En tout cas, vous avez la possibilité de claim jusqu'au 3 janvier 2025. Voilà. Faut savoir aussi qu'il y a des fonctionnalités sympas sur zkSync. Donc il y a de l'account abstraction, mais eux directement ils vont essayer de valoriser l'account abstraction avec la technologie Paymasters. C'est pas un truc exclusif à zkSync d'ailleurs, le Paymaster. En gros, ça sert à quoi? Ça sert à payer une opération sur une application avec des jetons ERC20 et pas exclusivement du jeton de gaz. Donc en gros, vous n'êtes pas obligé d'avoir des Ethers ou des ZK pour payer les frais de gaz. Vous pouvez payer avec n'importe quel jeton ERC20 sur les applications qui intègrent Paymaster. Voilà. Dans le chat, je vois qu'il y a un débat aussi. Est-ce que c'est faible ou c'est pas faible, cette valorisation? En fait, c'est le momentum du marché. Ouais. En ce moment, le marché il est moins serein sur les alts. Alors, ils ont tendance à moins survaloriser certaines capitalisations. Après, c'est comme d'habitude, si le marché repart en cacahuète avec un Ether qui explose, un Bitcoin qui explose et des alts qui explosent, tout va prendre de la valeur en fait. Donc on est très dépendant aussi du timing et du sentiment de marché. Là, les gens sont moins confiants sur le fait de prendre des risques. Donc ça se trouve, on aurait été en février ou en mars, à peu près à la même période de la sortie de Starknet, on ne serait pas à 7 milliards de valo, mais on sera à 15 ou à 20. Vous voyez ? Le problème, c'est que tout le monde s'est fait déchirer depuis, donc zkSync... n'est pas différent. Surtout que d'un point de vue technique, zkSync, ils écrabouillent pas tout le monde non plus. C'est sympa, il y a de l'EVM, c'est sympa, il y a du ZK, donc ça va mettre une petite calotte à Starknet, dans le sens où Starknet ne gère pas l'EVM nativement, mais d'un point de vue applicatif, t'as pas des grosses révolutions non plus. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, toujours dans cette logique de Paymaster, j'ai noté quelque chose à ce sujet, laissez-moi revenir dessus. Voilà, c'est PancakeSwap qui intègre Zify pour permettre le paiement des frais de gaz avec des tokens ERC20. Donc justement, Zify.org là,
C'est une espèce, je sais pas si on peut appeler ça de surcouche de zk-Sync, mais en tout cas c'est une couche liée à zk-Sync qui permet d'exploiter la technologie Paymaster. Et donc ce qui va se passer, c'est que sur PancakeSwap, vous allez pouvoir swapper en payant avec n'importe quel type de token ERC20 si vous faites ça sur l'application qui est hébergée sur le réseau zk-Sync. En plus de ça, si jamais vous faites des swaps sur PancakeSwap avec cette technologie Paymaster, vous vous rendez éligible à un potentiel airdrop. C'est expliqué sur leur blog officiel. Ils expliquent que en fait, tu gagnes des points de gaz. Donc, tu as une espèce de leaderboard. Plus tu fais de transactions, plus tu as de points de gaz et tu auras un jeton Zifi. Voilà. Donc, il l'explique. En fait, je suis tombé dessus par hasard en tapant Paymaster tout à l'heure. Voilà. En utilisant le Paymaster de Zifi sur zk-Sync Era, vous pouvez gagner des points de gaz. Ça booste vos chances d'avoir un airdrop de token Zifi. Et oui, je suis pas allé trop dans les détails dans les conditions d'éligibilité du token zk-Sync, mais effectivement, il y avait des conditions très intéressantes. Ceux qui ont reçu des airdrops sur du Arbitrum, Optimism, etc., et qui ont revendu direct les jetons, donc qui les ont pas gardés pendant un certain temps, auront moins de jetons que ceux qui les ont gardés après. Ils ont fait plein de règles dans tous les sens. Vous pouvez trouver des threads Twitter, des articles, etc. qui parlent de ça. L'anti-Sibyl de zk-Sync a été intéressant. En tout cas, ils ont essayé de se rattraper parce que c'est vrai que Starknet, ils ont eu très mauvaise presse sur leur airdrop. Donc, ils essaient de proposer un truc qui change un petit peu. Ensuite, on va parler de la Réserve fédérale américaine. Je l'appelle la Banque fédérale américaine, moi. Qui nous explique que pour le moment, ils ne changeront pas à la baisse leur taux directeur, et que s'il y a une baisse des taux directeurs, elle sera de l'ordre de 0,25%, mais pas plus. Donc on a pu voir aussi cette semaine que l'inflation américaine a chuté à 3,3%, alors qu'on s'attendait à 3,4%. Voilà, faut pas non plus s'émoustiller, c'est pas énorme, elle reste quand même énorme cette inflation. On sait que du côté européen, il y a une baisse des taux aussi, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que ces taux directeurs ne vont pas baisser, on va dire que les marchés ne seront pas aussi bullish que d'habitude parce que les gens auront du mal à prendre des risques, puisque le principe des taux directeurs, c'est de faciliter la capacité à emprunter. Donc à prendre des risques sur les marchés, comme les marchés de l'immobilier et d'autres types de marchés. Tous ces tokens qui sortent avec des FDV de fous ont des dilutions futures à réveiller les morts, vous ne comprenez pas ce que vous achetez. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, Zafarix, parce que visiblement, tu vois, mine de rien... c'est un sentiment de marché général. On a très longtemps, avec Picsou, défendu le fait que, les FDV, c'est un peu un mime. Sauf que visiblement, sur ce cycle, c'est pas tant un mime que ça. Ça semble avoir fatigué pas mal de monde, hein, ces énormes valorisations. Donc en fait, ce dont on peut s'attendre, c'est peut-être des projets de moins en moins valorisés qui sortent, ce qui nous arrange pas du tout, nous, parce que tous ces projets dans lesquels on est rentré en pré-sale, etc., potentiellement, on va être break-even, mais on pourra pas vendre tout de suite. Donc, de toute façon, c'est au marché de se réguler. Hein. Si c'est trop cher, ça baisse, tout simplement. Je suis un obus crypto, c'est juste ma vision, une stratégie. On a le jeton Nostra qui devrait sortir demain. Nostra, c'est sur Starknet, ça, je crois, ouais. Donc, la théorie aussi, c'est de se dire, vu que zk-Sync, il va offrir 3 milliards de jetons, et que le marché, il est un peu bear à un instant T, est-ce qu'on va pas avoir exclusivement de la pression vendeuse et très peu de pression acheteuse? Et pire encore, s'il y a énormément de pression vendeuse sur zk-Sync, est-ce que ça va pas créer aussi de la pression vendeuse sur d'autres protocoles de type Layer 2? À voir. En tout cas, pas très bullish sur du très court terme. On espère que ça va se réveiller positivement sur Bitcoin, Ethereum, etc. Parce que sinon, c'est peut-être les mauvais jours qui nous attendent. J'aurais bien aimé avoir l'avis de Picsou d'ailleurs à ce sujet-là. Voilà, donc je vous disais aussi Uniswap qui a sorti un sondage pas plus tard que tout à l'heure, hein, donc ce dimanche, pour nous demander qu'est-ce qu'on aimerait voir sur l'application mobile d'Uniswap. Et on peut voir que les gens ont principalement voté pour le moment avec du Pay with Any Token, donc le fameux Paymaster. Ce serait quand même énorme qu'on puisse swap sur Uniswap avec toutes sortes de tokens sous forme de gaz. Ça éviterait toutes sortes de problèmes d'UI en fait. Parce que le truc, c'est que si tu as envie d'utiliser Uniswap sur un Base ou un Arbitrum ou ce que tu veux, tu as un peu la flemme de swapper des Ethers sur ces réseaux-là pour ensuite payer, tu vois. Si tu as direct des wallets qui font multi-réseau avec du Paymaster, etc., ça va être tellement mieux. Le futur, ça va peut-être être les plus petites FDV, comme tu dis, Cosmic, dans le chat, à surveiller. On va voir. Hein. De toute façon, si les gens sont fatigués de voir des grosses FDV et qu'ils y vont pas, ce sera au marché de s'adapter. Hein. C'est pour ça que je suis pas très inquiet, même si ça fait très mal à court terme. Voilà, donc ensuite, on a MetaMask qui dévoile une feature qu'ils appellent le pool staking. Donc en fait, quand tu vas sur cette page-là,
portfolio MetaMask. Tu peux voir un onglet stake sur le côté gauche. Je zoome un peu, excusez-moi. Voilà, tu as un onglet stake. Ensuite, tu connectes ton wallet. Et après, comme sur Lido Rocket Pool, tu peux staker des Ethers, mais tu n'es pas obligé d'avoir 32 Ethers pour être éligible. Le reward est de 3% annuel, ce qui n'est pas énorme à ma connaissance. D'ailleurs, Lido Phi, t'as pas un peu plus que ça par hasard Ah non, on est à 3,2%, ok. Ça reste quand même plus. Et faut noter que quand tu déposes les fonds, dans tous les cas, tu payes un frais pour les déposer, tu payes un frais pour les sortir. Donc, je vous dis ça dans le sens où si vous avez 200$ d'Ether et que vous voulez faire ça, peut-être que vous allez payer plus de frais de gaz en déposant et en sortant les fonds qu'en chopant des taux d'intérêt. Donc, c'est bien si tu as quelques Ethers et que tu n'en as pas 32, c'est pas ouf non plus. À noter également qu'ils ne vous donnent pas de jetons de liquid staking, donc vous ne pouvez pas faire DeFi avec ces Ethers stakés. C'est juste que vous avez une alternative qui est proposée par MetaMask. Je ne suis pas très garanti du succès de l'opération. Question pour Capet possible avec Uniswap Paymaster qu'il y ait de Lockant Abstraction dans leur app mobile. Paymaster, c'est de Lockant Abstraction. En fait. Pour que tu le saches, Paymaster, c'est une des possibilités de Lockant Abstraction. Donc en soi, tu vas avoir de Lockant Abstraction sur... En gros, tu n'auras pas de Lockant Abstraction native sur Ethereum. Tu vas devoir passer par des protocoles divers. Et tous ces Layer 2 qui arrivent là vont proposer de Lockant Abstraction. Donc zkSync, Starknet, etc. Ensuite, on a Donald Trump qui nous dit, ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, il nous dit, votez pour Trump, le mining de Bitcoin pourrait être notre dernière ligne de défense contre les monnaies numériques de banque centrale, la haine de Biden envers les cryptos, aide la Chine, la Russie et les communistes radicaux de gauche. Putain, il est fort. Nous devons faire en sorte que les derniers bitcoins à miner sont minés aux US. Cela nous rendra dominants sur le marché de l'énergie. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens que, si vous voulez, aujourd'hui, il reste à peu près 10% des bitcoins à miner pour les quelques dizaines d'années qui restent. Et il faut savoir que Bitcoin est un excellent outil de transition énergétique parce que pour pouvoir miner du Bitcoin, il faut du matériel, une connexion Internet et de l'énergie. Donc à partir du moment où tu as une connexion 5G à peu près potable, je dis 5G pas 4G parce que le ping est quand même nettement plus stable en 5G, ou une connexion satellite à peu près potable, tu peux brancher ton matériel à peu près n'importe où. Et la problématique, quand tu fais des projets d'énergie renouvelable ou autre, c'est que des fois, tu sais pas à qui tu peux revendre ton énergie. Donc en fait, Bitcoin peut être un excellent moyen de motiver des projets de création de l'énergie. Aujourd'hui, les US ont déjà quand même pas mal de puissance de hachage sur Bitcoin, surtout depuis que la Chine a fait leur décision politique de dire on veut plus de mining Bitcoin chez nous parce que ça pollue, objectif carbone neutral à horizon 2050, etc. Alors il y a toujours un peu de mining en Chine, mais nettement moins qu'avant. Parce qu'avant, la Chine, c'était de l'énergie pas chère et tu pouvais vraiment poser des installations là-bas. Et le gouvernement chinois a mis pas mal de projets dehors. Donc, il y a eu pas mal de rotations dans d'autres pays, dans les US. Donc, comme je m'y attendais un petit peu, Trump continue de se servir des crypto-monnaies, particulièrement de Bitcoin, comme d'un outil politique pour pointer du doigt son opposant Biden. Mais étrangement, cependant, le marché s'en tape un petit peu. En tout cas, c'est entre, on va dire, crypto-natifs, on en parle, mais à l'exception de ça, t'en entends pas parler dans les médias traditionnels. Les gens s'en tapent un peu, tu vois. Donc ça fait pas non plus un boom extrême. Ensuite, on a Ripple qui va sortir une sidechain qui s'appelle la XRPL EVM sidechain. Donc XRPL pour XRP Ledger, qui est en fait leur registre distribué. Une initiative assez décentralisée sur la technologie Ripple. Voilà, jusqu'à présent, ils ne géraient pas le VM, donc ils vont le faire, visiblement, à l'aide d'une sidechain, c'est-à-dire une blockchain qui tourne en parallèle de la blockchain XRPL principale. Et ils vont intégrer, du coup, le protocole de communication Axelar pour ce faire, dans le cadre d'un partenariat visiblement exclusif. Quel intérêt ? Ça leur permet de gérer le VM et donc de faire venir toutes sortes de développeurs qui sont habitués à développer sur Ethereum. Et eux parlent en fait de possibilités dans la DeFi et dans les Real World Assets. Donc assez intéressant. Je pense que Ripple se positionne aussi parce qu'ils ont énormément de trésorerie. Et en plus de ça,
ils font toutes sortes d'initiatives communautaires pour avoir un peu de matière pour pouvoir se défendre en justice face à la SEC, parce qu'il y a toujours le procès en cours. Et je pense que ce qui va se passer, et ça c'est plutôt positif, c'est que on va avoir les ETF Ethereum. Ensuite, ça va clarifier le fait que Ether n'est pas une security. Et ensuite, ça va donner du pouvoir à Ripple pour dire, regardez, si Ether n'est pas une security, nous, le XRP et Ripple, c'est pas une security non plus. Et ils vont aussi pouvoir gagner leur procès et pouvoir déployer beaucoup plus de marketing. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que Ripple ne font pas énormément de marketing, justement parce qu'ils attendent des nouvelles de leur procès. Le vrai narratif, c'est l'interopérabilité, oui et non. C'est l'interopérabilité, on nous en parle depuis 2017 dans les cryptos. Alors des fois ça paye, mais beaucoup de fois ça paye pas aussi. Parce que dès qu'il y a un nouveau protocole qui sort, en fait, il vient fusiller le protocole précédent. J'ai vu beaucoup de protocoles partir à la cave une fois qu'ils se sont fait démonter par la nouveauté. Alors c'est pas le cas d'Axelar. Axelar c'est assez frais. On l'a présenté d'ailleurs dans une analyse sur Coin Academy. Parce qu'ils ont fait le nécessaire de sorte à simplifier l'expérience utilisateur, rester assez décentralisé et s'interconnecter avec pas mal de monde. Tu as entendu parler de Mystico? Non, je connais pas du tout. Ensuite, on apprend que Terraform Labs, donc l'entreprise derrière Terra Luna, accepte de payer une amende de 4,47 milliards de dollars dans son procès face à la SEC. Alors, initialement, la SEC demandait plus de 5 milliards. Pour rappel, on avait plus de 40 milliards de dollars de dommages liés au projet Terra. Eux, ils ont dû se gaver de malades parce que, justement, ils ont vendu des Luna, ils ont vendu pas mal de choses à des VC, ils ont dû spéculer sur le Luna, bref, ils se sont gavés. Donc, visiblement, s'ils ont une amende de plus de 4 milliards de dollars à payer, c'est qu'ils avaient une trésorerie de dingue. Donc, ils vont devoir quasiment tout rendre. Do Kwon va devoir en perso rendre 204 millions de dollars et il aura interdiction de devenir dirigeant ou administrateur d'une entreprise cotée en bourse. En tout cas, je pense pas qu'il va faire de grande prison et je pense qu'il ne va pas faire de grande prison pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'y a pas eu volonté de nuire. Moi, vous connaissez peut-être pas mon avis sur Terra Luna, c'est hyper regrettable ce qui s'est passé. Oui, il a fait le cowboy sur les réseaux sociaux, ouais, il a fait de la merde et tout. Mais il n'y a pas eu de volonté de faire du mal ou de baiser tout le monde. C'est juste que c'est un projet un peu bancal qui est parti en sucette et qui a fait énormément de dégâts. Donc voilà. Peut-être qu'il ne fera pas de prison, le Kouz, et qu'il va se faire petit, mais connaissant le bonhomme, je sens qu'il relancera des projets crypto. Je le sens gros comme une maison. Je vous tiendrai au courant. Ensuite, on a Optimism qui intègre les preuves de fraude, c'est-à-dire que les gens et les projets vont pouvoir retirer facilement leurs fonds du protocole sans passer par un tiers. Donc c'est une étape obligatoire pour améliorer la décentralisation au niveau du Layer 2 Optimism. Vous pouvez voir d'ailleurs à ce sujet-là que quand vous allez sur L2Bit, voilà, à chaque fois sur la page d'accueil, vous pouvez voir en fait le stage. Voilà. Donc ils étaient en stage 0, ils viennent de passer en stage 1, justement en intégrant ça. Et ça va être déporté sur tous les projets qui utilisent l'OpenStack, donc du Base, du Blast. Manta, je pense que de toute façon, Manta, ils vont passer sur la technologie de Polygon. Donc. Mais il est aussi question de Zora, Mode, etc. Donc plus de décentralisation dans l'écosystème Optimism. As-tu entendu parler de la modif des taxes crypto par le Front Populaire en cas de victoire? Alors non, je t'avoue que j'ai pas vu ça, Steph Noman. Non, j'ai pas vu ça. Pour être transparent avec toi, j'ai essayé de regarder un petit peu les différents candidats politiques vis-à-vis des crypto-monnaies. Dans les grandes lignes, il n'y a pas grand-chose qui est dit, si ce n'est que le Parti Pirate est assez favorable aux cryptos. Mais le Parti Pirate invite à voter pour le Front Populaire. Donc du coup, par rapport à ce que tu me dis, c'est pas terrible, tu vois. Moi, je vais pas vous parler de politique aujourd'hui, les gars. J'ai pas voté, j'ai tout suivi. J'adore la politique, mais je me sens pas représenté. Donc moi, je ne vote pas. Je vous invite pas à faire la même chose. Je sais que certains d'entre vous diront que c'est irresponsable de ne pas voter. Moi, je ne me sens pas représenté, donc j'ai pas envie de voter. Et comme l'abstention a la même valeur que le vote blanc, c'est-à-dire n'a aucune valeur pour le moment, de toute façon, ça change pas grand-chose. Voilà. Ensuite, bon. Pour ce qui est de l'actualité en bref, voilà, Fidelity qui tokenise sur la blockchain Onyx de JP Morgan, on a Ripple qui bosse avec la Banque Nationale de Géorgie, on a Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne qui nous dit de nous méfier des mixeurs, voilà, Paxos qui émet du stablecoin, qui licencie de l'effectif, etc.
Bref, voilà pour les actualités. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? On a Polygon qui va débloquer un gros paquet de fric pour les 10 prochaines années. La tendance est à la subvention côté crypto. On l'avait eu avec le DeFi Summer sur Starknet, où justement, pour motiver les gens à utiliser les protocoles, ils donnaient des Stark. On l'a vu avec Arbitrum qui a débloqué plus de 200 millions de dollars de budget pour l'écosystème gaming. Cette fois, c'est Polygon qui débloque quelques millions de dollars pour son écosystème. Donc ça se suit. C'est vrai que ça reste calme en ce moment, Polygon, hein, franchement. Ensuite, on a des nouvelles de l'alliance de Lido. Il supprimerait la flat tax pour revenir à l'intégration de l'imposition sur le revenu plus 17%. Ok. Soit au max 47% de prélèvement. Ok, ah ouais. Désolé, je lis le chat où Steph nous explique qu'on pourrait être imposé entre 30 et 47% sans être un professionnel sur les cryptos. Ils sont relous, hein. J'essaie de rester poli parce que... Bref. Donc, petit trade de TX Analyzer que je vous laisserai en description qui nous explique du coup les nouvelles liées à la Lido Alliance. Donc, en fait, l'histoire c'est de dire qu'Egenlayer a pris pas mal de parts de marché à Lido. Etherfi aussi. Et donc, pour pas se laisser bouffer, Lido vont sortir un protocole qui s'appelle Symbiotic qui va vous permettre de faire du restaking avec de l'Ether, mais pas seulement. Vous pourrez aussi faire du restaking avec d'autres sortes de jetons. Ce seront aux AVS de choisir quels actifs ils acceptent pour sécuriser leur réseau. Alors pour rappel, c'est quoi un AVS? C'est un service. Voilà, c'est un service qui tournera en surcouche du protocole de restaking. Donc ça peut être un layer 1, un layer 2, voilà, un projet d'Epin, DeFi, ce que tu veux. Toutes sortes de services, toutes sortes de protocoles. Et donc ce protocole ou service ou autre, il a besoin de sécurité sous-jacente. Donc il peut définir quel type de jeton il veut pour sa sécurité sous-jacente. Il peut dire, moi par exemple, je veux prendre que de l'Ether ou que du Bitcoin ou de l'Ether et du Solana, de l'Ether et de l'USDC, etc. Voilà, donc plus de flexibilité avec ce protocole. On pourrait parler de multi-restaking d'une certaine façon. Voilà. Et il y aura aussi la possibilité de choisir son niveau de risque. Voilà, pour les nouvelles. Donc, ils ont lancé le protocole. On a déjà quasiment 250 millions de TVL dessus. Et c'est que le début. Et apparemment, il y a un système de points avec un potentiel airdrop pour ceux qui participeront à ce protocole. Donc, ils ont fermé le dépôt, on me dit dans le chat, ce qui explique pourquoi, pour le moment, la TVL ne bouge pas. Ensuite, j'ai vu passer ça. On a des crypto-bros francophones qui ont envie de faire en sorte que le Bitcoin soit représenté aux législatives. Je vous avoue que j'ai pas trop compris dans l'idée. Donc, il y a Aurore qui va, avec ses collègues, coucher par écrit le projet. Et j'en ai parlé avec elle tout à l'heure parce que c'est tout frais. Hein. Elle a fait le tweet tout à l'heure. Je ferai une émission dédiée où je l'interviewerai, elle et potentiellement d'autres personnes, pour justement couvrir cette chose. L'idée, c'est quoi? C'est potentiellement, tu vois, tu as le vote blanc, tu as le vote abstentionniste, tu as le vote pour un parti, et tu aurais le vote orange, ce serait le vote Bitcoin. Donc, ce serait pas un parti Bitcoin, mais ce serait plutôt un vote pour dire je vote dans le sens des crypto-monnaies. Donc, je pense que pour le moment, c'est plus idéologique et symbolique à ce stade, mais je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Et l'idée, c'est aussi peut-être de motiver des gens qui ont des ambitions politiques ou des ambitions dans leur pays pour représenter les cryptos, parce que de toute façon, on en a bien besoin. Et moi, je vais être très transparent avec vous. Là, c'est moi qui parle, hein. C'est pas Coin Academy ou Picsou. D'une, je vais suivre ça avec attention, et de deux, tout responsable politique qui défendra les cryptos dans une certaine mesure, ce que je veux dire par là, c'est que s'il me dit il y a des cryptos, mais que derrière, politiquement parlant, c'est du niet de chez niet, je suivrai, mais je ne soutiendrai pas. Par contre, un politique qui défend mes idées et qui en même temps défend les cryptos, ça me plairait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça n'existe pas. Pour moi, en tout cas, je ne me sens pas représenté, donc j'ai pas voté. Mais je vous en parlerai. Voilà. Ensuite, donc tout ça, on en a parlé. Oui, alors, on apprend via GrowThePie que grâce au roll-up, Ethereum a multiplié par 23 sa bande passante, c'est-à-dire que on a multiplié par 23 la capacité à faire des transactions si on compte tous les roll-ups ensemble. Alors, vous pouvez aller sur le site de GrowThePie. Ensuite, vous allez dans Throughput, c'est-à-dire bande passante. Hop. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur Maximum et en bas, voilà, je suis au-dessus du chat.
Et normalement, en cochant tout, vous pouvez voir la bande passante. Donc, qui est principalement boostée par le layer de base, avec juste derrière Arbitrum et Optimism, et elle ne fait que augmenter. On avait un petit pic en avril, ça a baissé, et là ça ne fait que augmenter. L'usage sur base ne fait que augmenter. Après, les cryptos, ça fait pas tout dans un programme. Alors, je suis d'accord avec toi, mais moi, je pars du principe que si tu veux que ta vie s'améliore, faut travailler et faut jouir du fruit de ton travail. Donc, pour moi, c'est beaucoup de travail, le moins d'impôts possible, il en faut un petit peu, tu vois, logique. Mais pour moi, les crypto-monnaies, c'est une opportunité absolument exceptionnelle d'investir, de se diversifier, de créer de l'emploi, de casser des monopoles, voilà, de financer l'open source, de financer toutes sortes de choses. Donc moi je suis pro crypto. Voilà, mon avis il est là, tout simplement. On vous a sorti également un petit tuto sous forme de trade pour apprendre à staker sur DYDX. Et il y a un petit concours, donc pour ceux qui likeront et qui laisseront un petit commentaire sous ce trade, vous pouvez gagner 50 USDC, on fera gagner 2 personnes. Voilà, donc on vous explique un petit peu le principe du staking sur DYDX, en sachant que les récompenses de staking sont gagnées en USDC. Bonsoir Linfray, j'ai oublié de te dire bonsoir, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc je vous explique comment staker les jetons avec un tuto vidéo, où je vous explique comment ne pas vous tromper de réseau, swapper les jetons sur Kepler, puis les déposer en staking sur le validateur de votre choix, mais également comment claim les récompenses. Voilà. Comment se passe le stake DYDX? La payée est à 25%, mais le token est assez volatile. Bah, des fois la payée elle est plus haute, des fois la payée elle est plus basse. Comme expliqué dans le trade, en fait, tu peux check en temps réel l'APY. Parfait. Et cette APY, elle bouge par rapport à l'activité qui se passe sur le protocole, en fait. Donc si le protocole il génère beaucoup de frais de transaction, ça va manger très fort. Parce qu'ils vont prendre des fees, il va y avoir des transactions sur la blockchain, etc. S'il se passe rien, tu auras beaucoup moins de APY. Voilà comment ça se passe. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait d'autres clients sur Solana qui sont en cours de développement. Voilà, donc la grande force d'Ethereum pour sa décentralisation et sa stabilité, c'est le fait qu'il y a plusieurs clients. Voilà, quand tu tapes Ethereum Client List, par exemple, tu peux avoir les différents clients d'exécution d'Ethereum. Le top est derrière nous, j'ai besoin de l'opium. Je sais pas, Linfray, je sais pas du tout. Franchement, là, je pense que tu as suivi comme moi ce marché. Il est chiant ce marché en ce moment. Désolé, je lisais votre chat. Du coup, voilà les différents clients d'exécution, parce qu'il y a des clients de consensus, je crois, et des clients d'exécution. Pour ce qui est des clients d'exécution, en fait, c'est pas tenu par les mêmes entreprises, t'as pas les mêmes langages de programmation, donc t'as pas le même code informatique derrière, ce qui fait que si t'as un client qui bug, tous les clients ne bug pas, donc ça fait que le réseau Ethereum continue de tourner. Dans le cas de Solana, pour le moment, on a que 2 clients qui sont live, et on a d'autres clients qui sont en cours de développement. On a le FireDancer qui va sortir, qui sera un client développé avec le langage C. On a le client SIG by Syndica que je ne connaissais pas du coup, qui est un client qui va être développé avec le langage Zig, qui est un langage datant de 2015, qui est interopérable avec le C, qui est optimisé pour les vitesses de lecture-écriture, etc. Donc ils expliquent un petit peu en détail les bottlenecks au niveau du réseau et la capacité de décupler la puissance sur le réseau Solana à l'aide de ce langage, voilà. Donc c'est en cours de développement. On nous apprend aussi qu'il y a un autre client qui s'appelle TinyDancer, qui va être un client léger, qui là aussi va faciliter la décentralisation. Voilà, donc on va avoir une multiplication des clients, ce qui va favoriser là aussi la décentralisation sur Solana. Donc c'est une très très bonne chose honnêtement, à suivre. Donc on peut pas spéculer là-dessus. La seule spéculation qu'on peut faire, c'est de se dire que Solana se décentralise. Beaucoup de monde a critiqué Solana pour sa centralisation, mais il y a des efforts qui sont faits dans le bon sens. On va enchaîner maintenant sur Ionet et Aether. Alors déjà, sachez que Ionet... Excusez-moi, je lisais le chat. Du coup, oui, alors j'ai un problème de référencement sur Google. Pour cet article Ionet, ça m'énerve. Donc je vais être obligé d'aller sur l'article Aether pour trouver mon article Ionet. Bon sang. 2 secondes, excusez-moi. Voilà, super. Donc on a 2 projets qui viennent de sortir leurs jetons. Ionet et Aether, qui font plus ou moins la même chose en se spécialisant. Donc on a le token IO qui était sorti il y a peu de temps.
avec une FDV de l'ordre de 4,3 milliards de dollars, en sachant qu'ils proposaient à leurs investisseurs de rentrer à 300 millions de FDV en début d'année. Ces investisseurs ont 1 an de cliff, c'est-à-dire que pendant 1 an, ils ne peuvent pas vendre, mais pour le moment, ils sont en x14 sur leur investissement. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que moi, j'aurais du mal à rentrer sur le projet avec cette information à ma disposition. C'est la même chose pour Aetir qui vient de sortir son jeton. Aetir, tu pouvais aussi rentrer aux alentours de 300 millions. Et tu as aussi 1 an de cliff dans le contrat, aux dernières nouvelles. Donc là, on est à 2,7 milliards de capitalisation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en x9 sur leur investissement. On me dit 200 millions pour Aetir, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés encore plus bas. Donc il y en a qui sont en x9, il y en a qui sont en x13 sur leur investissement. Ça veut dire que le jeton, il peut diviser par 10. Les gars, ils n'auront pas perdu d'argent. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais ceux qui sont rentrés, bah GG. GG pour le braquage. Si le prix tient à peu près. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des projets. Donc Ionnet, c'est quoi? C'est un agrégateur de cartes graphiques et de processeurs, mais il se spécialise quand même pas mal sur les cartes graphiques. Qu'est-ce que j'entends par agrégateur? C'est-à-dire qu'il propose à des individus de louer une ou plusieurs cartes graphiques, que ce soit des cartes graphiques pour gamers ou des cartes graphiques pour les professionnels. Et ensuite, il crée des clusters, c'est-à-dire des packages de plusieurs cartes graphiques, et toi, tu peux payer pour louer cette puissance graphique pour faire des calculs liés à de l'IA principalement. Donc leur argument de vente, c'est que ils sont moins chers que les solutions centralisées. Ils ont un joli site, ils ont des jolis partenaires comme Solana. Historiquement, ils nous parlaient d'un partenariat avec Filecoin. Je ne le vois plus. Tiens. Bon, bah il n'y a plus. Ok. Et il y a eu un FUD récent parce que apparemment le protocole a sorti son jeton. Ils ont sorti leur offre de location, mais elle ne marche pas toujours très bien. Elle marche parfois bien, parfois pas. Donc on a le CEO d'Akash qui nous explique qu'en fait il a payé par exemple pour un cluster de 4 cartes graphiques A100 de Nvidia, qui sont des cartes graphiques pour les professionnels, principalement utilisées pour l'IA. Et au lieu d'avoir 4 cartes graphiques A100, il a eu une seule RTX A4000. Donc il s'est complètement fait avoir. Il a reçu une réponse de la part du CEO lui expliquant que... Attends. Alors déjà, le CEO a d'abord fait une... Ah ouais, j'avais pas vu ça. Le CEO a d'abord fait une réponse de gamin pour dire ton coin a dump et puis après tu nous FUD, etc. Et au final, il a supprimé son tweet. Et aux dernières nouvelles, il avait fait une réponse un peu plus politique pour lui dire... oui, j'ai vu que tu as essayé de louer plusieurs clusters, ils ont tous bien marché sauf celui-là, et quand un cluster ne fonctionne pas, eh bien il est détruit et on ne te le fait pas payer. Voilà. Mais tout ça pour dire que pour le moment, le service ne fonctionne pas des masses. Et moi, en fait, je vais vous dire un truc, c'est hyper contre-productif ce que je vais dire, parce que moi, je vis des crypto-monnaies, je tiens un média autour des crypto-monnaies, mais j'ai tellement l'habitude de voir des marchands de tapis sur ce marché que j'ai l'impression qu'on a encore affaire à un projet qui, sur le papier, est très beau, très intéressant, mais qui est encore géré par des putains de glands, en fait. Voilà, ce sera la seule fois dans cette émission où je dirai un gros mot. C'est que là, on est vraiment en train de nous prendre pour des couillons, j'ai l'impression. J'ai pas testé le service, hein, mais je veux dire, tu dis à quelqu'un, j'achète un cluster de 4 cartes graphiques, tu récupères une carte graphique. Donc voilà pour la parenthèse Ionnet, on a fait une analyse complète du projet. Moi j'ai rien de personnel contre le projet, en fait j'étais assez hype à l'origine vis-à-vis du projet et je me rends compte que ça sent moyen. Il y a eu des histoires de statistiques qui étaient fake, oui tout à fait, on en avait parlé dans une émission précédente. Donc ensuite on a un concurrent qui s'appelle Aetir, qui est aussi un service, on va dire, de carte graphique as a service où tu vas louer de la puissance graphique. Sauf que eux, ils se spécialisent chez les professionnels et ça a l'air d'être déjà plus sérieux. Donc eux, ils disent, nous, on fait de l'IA et du gaming. Et quand il s'agit de gaming, ils parlent de cloud gaming et ils parlent de basse latence. Et ça m'intéresse. Donc on a fait une analyse récente que je vous laisse en description si vous l'écoutez sur YouTube, où on parle des différents services. Donc par exemple, il va y avoir Aetir Air. En fait, l'idée, ça va être de proposer à des projets de pouvoir louer la puissance graphique d'Aetir pour pouvoir permettre de faire du cloud gaming. Alors c'est quoi le principe du cloud gaming? En gros, vous avez par exemple un ordinateur ou une console portable qui tourne sur Windows, sur Linux, etc., qui a une certaine puissance, mais une puissance qui est limitée. Et le but, c'est que si vous avez une très bonne connexion Internet, eh bien, vous demandez à un ordinateur distant de vous streamer
l'image. Comme ça, en fait, ça va surtout pomper énormément sur votre bande passante, donc votre connexion Internet, et pas sur votre puissance processeur, RAM, carte graphique. Donc, pour que ce soit efficace, il faut bien entendu que le serveur distant qui vous donne cette puissance de calcul, il a un bon processeur, de la bonne RAM, une bonne carte graphique, une connexion assez stable, un protocole de communication qui soit bon, et surtout qui soit à une distance assez raisonnable de vous. Parce que, imaginons, moi je suis au Luxembourg, et je fais appel à un service qui est aux États-Unis. Si le flux il fait un aller-retour entre le Luxembourg et les États-Unis, je me tape 200 de ping, c'est injouable. À l'inverse, si le service est hébergé au Luxembourg, c'est plutôt bon. Donc l'intérêt de la décentralisation pour ce type de service, ce serait que tu es déjà un petit peu partout dans le monde et que le protocole soit capable très rapidement de localiser où est le client et où sont les serveurs sur le protocole qui puissent donner cette puissance graphique pour avoir le ping le plus bas possible et donc proposer la latence la plus basse possible. Donc c'est un petit peu ça la promesse. Apparemment, ils vont bosser avec des grands. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Et cette logique-là de toucher les professionnels, c'est ce qu'ils vendent un petit peu aussi. Voilà. Donc ils ont aussi un business model où justement ils prennent une commission chez les gens qui utilisent leurs services. Et j'ai pas vu de données à ce sujet-là, mais je sais pas si le paiement se fait exclusivement en crypto ou crypto et fiat, et avec le fiat on buyback le jeton. J'ai pas trouvé cette information. Voilà. En tout cas, ce projet-là m'a l'air nettement plus sérieux qu'Ionnet. En tout cas, j'ai pas vu de FUD pour commencer. Et on a un tableau comparatif des différents projets qui font un peu ça, en sachant qu'ils bossent tous plus ou moins les uns avec les autres. Voilà. Donc chez Akash et Render, on a toutes sortes de cartes graphiques aux dernières nouvelles. Genshin, pour le moment, on n'a pas trop de données, mais ça arrivera. Et Aether, c'est surtout des cartes pour les professionnels, donc des cartes qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Voilà, donc je vous laisserai regarder tout ça. Il y a aussi une vidéo de Victor Crypto qui est très intéressante à ce sujet. Du côté tokenomics, parce qu'on avait fait une petite analyse à ce sujet-là, bon bah voilà, comme je vous ai dit, tous les investisseurs privés n'ont pas accès à leurs jetons avant 12 mois après le TGE. Donc le TGE c'était le 12 juin, donc il n'y aura pas de jetons débloqués avant le 12 juin 2025. Voilà. Et pour ce qui est des saisons airdrop, ça se passe en plusieurs saisons, de sorte à ce que tu n'aies pas trop de pression vendeuse d'un coup, mais aussi pour que tu aies de l'activité constante sur le protocole. Donc il y a eu un premier airdrop qui a été fait le jour du TGE pour les gens qui ont acheté des nodes, qui ont participé au protocole, etc. Il y en aura un autre dans 8 mois et un autre dans 16 mois. Alors j'ai précisé les dates normalement. Oui, je les ai précisées ici. Voilà, saison 1, 12 juin. Saison 2, 12 février 2025 et saison 3, 12 octobre 2025 pour stimuler la croissance pendant un bon petit moment. Je trouve à ce sujet-là que la stratégie, elle est bien foutue. Maintenant, on va voir. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va être un pétard mouillé? Je sais pas. En tout cas, que ce soit Ionnet ou Aether, on est sur des projets de plusieurs milliards de dollars de capitalisation pour très peu d'usage à un instant T. Il faut leur laisser le temps, c'est normal. Mais est-ce que des grands type Nvidia, etc. vont bosser avec ces gens-là? J'en doute, mais on verra. J'avais noté ça aussi, putain oui, c'était en début de semaine ça. On a Avalanche qui va proposer potentiellement dans une nouvelle mise à jour de son protocole la possibilité de pouvoir émettre un subnet sans avoir à bloquer 2000 Avalanches, c'est-à-dire des dizaines de milliers de dollars d'AVAX pour pouvoir devenir un subnet. Plutôt, on va avoir un espèce de paiement à la consommation. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va probablement y avoir une multiplicité des subnets et les frais déportés dans les coûts par transaction pour les utilisateurs devrait être intéressant. Leur objectif étant d'avoir des frais de transaction aussi compétitifs que des roll-up qui stockent une partie de la data availability sur Celestia. Donc des frais qui sont nettement inférieurs à des roll-up qui sont sur Ethereum. Voilà. Donc affaire à suivre. Est-ce que ça prendra? Je sais pas. Vous pouvez d'ailleurs taper Avalanche Subnet, je crois. Je crois que c'est ça, voilà, pour voir les différents subnets du protocole. Donc les subnets, c'est des sous-réseaux. Hein. C'est un peu le même principe que des roll-up, sauf qu'au niveau de la sécurité sous-jacente, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Voilà. Et ils mettent en évidence aussi les plus gros subnets, dont celui de DeFi Kingdom et Shrapnel. Et le Dex d'Excelot. Avalanche, à part Guru, qui y croit encore. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Avalanche, niveau gaming, ils sont pas mal. Déjà, ils sont top 13, hein, c'est pas rien. On est quand même à 13 milliards de valo. 12 milliards, pardon, de valo, 13 milliards de FDV. La tech est assez bonne. C'est juste que, voilà, ils sont moins bons au niveau marketing que du Solana. Mais quand même. Ouais, Penumbra, ça me dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose. C'est un truc de privacy, non? Ouais, c'est des shielded transactions. Ouais, c'est pour des transactions privées. Donc, projet qui risque de se faire casser les fesses par nos amis les régulateurs. Et bon, c'est quand même backé par du gros backer, donc à voir. On me dit dans le chat, regarde T-Fuel. Ouais, donc le jeton lié à Theta. T-Fuel, j'avais fait des sous là-dessus en 2021, mais je mettrais pas une bille là-dessus, perso. Fondamentalement parlant, je parle. Parce que Theta, de manière générale, j'ai un peu de mal à trust. Écoutez, voilà, on a aussi un airdrop Privacy qui arrive, donc un projet FHE qu'on n'a pas encore couvert sur Coin Academy. Voilà, donc il y a un système de KYC à faire, ça va être un projet qui exploite la technologie FHE et vous pouvez tenter de gagner des points pour être éligible à un futur airdrop en suivant le petit trade de Victor. Bah pareil, tu me parles d'effets de réseau erratique. Defailure match chains. Ils sont pas si mauvais que ça, Avalanche, hein, de mémoire. Hein. Ouais, ils sont 11e, hein. C'est pas mauvais, hein. 0x Raiden. Merci beaucoup pour le sub, Raiden. Voilà, donc on a fait le tour au niveau de mes notes. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus dans l'émission. Je tiens quand même à vous préciser avant ça que, comme d'habitude, vous avez la chaîne de Coin Academy avec la rediffusion chaque semaine de ce type d'émission. J'aurais aimé vous parler de plus de trucs, mais j'ai beau racler les réseaux sociaux, j'ai pas trouvé autant d'informations que d'habitude liées aux crypto-monnaies, donc je préfère faire clair et concis. Vous pouvez voir aussi les derniers airdrops à tenter de farmer. Alors attendez, je les ai zappés. Voilà. Vous avez par exemple Analog, des bridges, etc. On vous parle de tout ça avec un petit guide à chaque fois. Les dernières actualités, on va d'ailleurs avoir la prochaine Early Access Shrapnel qui va sortir, donc on va vous faire un article à ce sujet-là. Voilà, et les formations Bitcoin et Ethereum pour ceux qui veulent en savoir plus sur les crypto-monnaies. Je vous laisse avec tout ça. Il a disparu à cause de vos différents avis politiques ou quoi, Picsou? Non, c'est juste qu'il profite. Il profite là. Il était en vacances. Semaine dernière, il n'était pas là non plus. Mais il sera là la semaine prochaine sans faute. En fait, je dirais que Picsou, il n'a pas d'avis politique, tu vois. Là-dessus, il en a pas, tu vois. Il n'est pas pour, il n'est pas contre. Je pense qu'il s'en tape un peu les couilles. Il est encore plus extrême que moi là-dessus. Lui, il se concentre sur le boulot, les cryptos. Il compte pas sur les politiques ou l'État pour façonner son avenir. Et je pense qu'il a raison. Pour être très honnête avec vous, je pense que c'est la meilleure façon d'appréhender les choses, honnêtement. Passez une bonne journée, une bonne soirée, les copains. Et soyez sages, laissez un petit like. Je vous laisse les liens utiles en commentaire. Ciao tout le monde.